première galerie qui s'est ouverte à Saint-Germain était le fruit presque de l'imagination de Copin. D'accord. Donc je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de galeries sont dirigées ou créées par des jeunes qui sont fils ou filles de collectionneurs ou de gens du milieu intellectuel, donc des gens qui ont été trempés dans la culture et naturellement les arts très tôt. Ce n'est pas mon cas, j'en fais pas une gloire, hein, j'aurais préféré être dans un milieu prospère, j'aurais été fonctionnaire à la mairie de Bois-Colombes, c'est un métier, un beau métier mais simple. Et donc ils venaient de la campagne, ma mère aussi, donc la culture pour eux c'était pas du tout la priorité. Donc on faut situer ça dans les années, je suis né en 45, vous voyez dans les 20 ans après, en 65, tous ces gens-là avaient d'autres soucis prioritaires ou d'autres préoccupations que la culture. Il n'y avait pas de télévision, hein, pratiquement, la télévision a commencé dans les années 50. Il n'y avait pas donc de film à la télévision, il n'y avait pas d'émission culturelle à la télévision. Donc c'était réservé pour ou les privilégiés, ou les enfants qui étaient intellectuels eux-mêmes, ou fils ou filles d'intellectuels. Voilà. Donc je me retrouve au lycée avec une bande de copains. On s'intéressait un peu à la poésie, à 20 ans c'est normal. Et l'un de ses copains connaissait un antiquaire de la rue Bonaparte qui avait une cave inoccupée. Et il nous a dit, si vous amuse, prenez cette cave et faites dedans ce que vous voulez. Et ça n'a pas été la poésie, ça a été la peinture, parce qu'un des membres du groupe a dit c'est plus intéressant d'exposer les jeunes artistes. On ne les connaissait pas, on est allé les voir. C'est un critique des lettres françaises, le journal du Parti communiste à l'époque, dirigé par Aragon, qui nous a fait une liste de jeunes artistes à voir. Je suis allé les voir et 6 mois après, j'ai ouvert donc cette galerie dans la cave de cet antiquaire de la rue Bonaparte. Et le matin, j'ai continué, donc j'étais instituteur suppléant parce que je voulais... Les parents ne pouvaient pas me payer des études, donc je m'étais inscrit en fac de droit à Assas, je venais de Bois-Colombes. Et bon, j'étais plus fait pour une activité immédiate que pour faire des études, surtout que dans la journée, pour gagner ma vie, j'étais instituteur suppléant à Nanterre et Colombes. Et que, bon, quand vous êtes jusqu'à 6 h du soir avec des jeunes, des enfants entre 7 ans ou 13 ans, fait des études orientées, le soir, il faut avoir beaucoup de courage pour faire des études approfondies et sérieuses. Donc la première occasion pour m'échapper de cela, ça a été justement d'ouvrir cette galerie de la rue Bonaparte. J'ai continué le matin à travailler, puisque j'étais professeur de gymnastique quand même pendant 2 ans le matin, et en même temps, le plus intéressant, j'ai fait, on appelait le marbre des lettres françaises, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur évidemment, pas de téléphone portable non plus, et il fallait bien sûr ça commençait. C'était corriger les épreuves, parce que les journalistes, les écrivains tapaient des textes, mais ils les tapaient sur des machines qui coulaient des lignes de plomb. Donc il fallait, il y avait des fautes de frappe pour ne pas corriger, il fallait refaire la ligne à chaque fois. Donc ça a un beau souvenir, c'est-à-dire que dans cette imprimerie de la rue du Faubourg-Poissonnière, qui était l'imprimerie de l'Humanité et de tous les journaux communistes, il y avait une atmosphère incroyable. Hein, vraiment, il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient là. Il faisait très chaud parce que pour fondre le plomb, il fallait chauffer. Et c'était une ambiance, je comprends cette solidarité, on disait à l'époque la classe ouvrière. Moi, c'était des mecs, des copains, des hommes et des femmes, hein, c'était un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes. Et ils bossaient dur, c'était vraiment... Mais il y avait quelque chose d'assez magique. Donc je corrigeais les épreuves, on a les feuilles de papier, puis après il fallait recomposer les lignes. Donc pourquoi les lettres françaises? Parce que c'est grâce aux lettres françaises et à son directeur pour les pages culturelles qui s'appelait Georges Bouda que je suis rentré dans le milieu de l'art, puis un autre critique, un jeune critique qui s'appelait Marc-Albert Lévin, et qui m'a permis alors d'abord de découvrir ces artistes indirectement, et ensuite qui a toujours fait la promotion, enfin le mot est un peu fort, mais enfin qui a fait connaître la galerie, puis toutes les éditions que j'ai faites ont eu des comptes rendus dans la lettre française. Bon. Et la deuxième chose importante, c'est qu'à l'époque, je vivais avec une femme, une jeune femme,
peut-être vous avez entendu son nom, qui s'appelait Catherine Millet. Et à l'âge de 20 ans, j'ai dit à Oudaille, on était ensemble depuis 2 ans, je vais avec une fille qui a envie d'écrire sur l'art, et je pense qu'elle est douée. Je dis ça comme ça, hein. Eh bien, elle est toujours critique d'art, 45 ans après, je sais plus. Un peu plus. Et donc, elle a créé Art Press. Alors peut-être qu'on peut parler aussi de ce lien française, et à faire des comptes rendus d'exposition. Et comme quoi on peut être jeune et inculte, parce qu'elle était encore plus inculte que moi là-dessus, les 2 premiers textes qu'elle a écrits, elle est née en 68, donc elle avait vraiment 20 ans, elle est le 1er avril, et son premier texte est passé au mois de mai. Les 2 critiques qu'elle a faites, c'était une sur Jean-Pierre Reynaud, hein, vous connaissez tous, et l'autre sur Simon Antaille. Donc on ne s'était pas trompé. On avait 3 ans d'écart d'âge. Alors tout à l'heure, tu parlais justement, enfin, hors cette discussion, de l'importance de la presse, de la communication qui peut se faire autour de l'art. Tu as aidé toi-même des revues d'art à exister, de Art Press en passant par Art Studio. Voilà, Art Press, c'est vraiment je sais pas si on dit journal, magazine, revue, enfin, je vais me pencher là-dessus. Ça, je l'ai vraiment créé, même si certaines disent le contraire. J'ai eu une idée un jour, j'avais compris en passant par les françaises que ça ne sert à rien de faire des expositions si personne ne les voit et si personne n'en parle surtout. Bon. Donc la presse est absolument essentielle. Après, le faire savoir est presque aussi important que le faire. Voilà. Donc, mais pour faire venir des gens dans une galerie, ou en plus pas visible de la rue, ou les 2 premières années, dans une cave, mais comment se faire connaître? Il n'y a que la presse. Donc j'ai senti tout de suite que c'était quelque chose d'essentiel, là comme ailleurs. Et donc, 4 ans après, ou 72, un peu 4 ans après, 5 ans, j'ai eu cette idée de créer ce journal, Catherine Millet dit toujours journal, et j'ai trouvé l'idée, j'ai trouvé le financement, j'ai trouvé l'imprimeur, enfin j'ai fait tout ce qu'il fallait pour tout ce qu'il fallait pour faire. Et comme je vivais avec cette Catherine Millet, je lui ai dit, tu seras rédactrice en chef. Voilà. Et donc elle est toujours rédactrice en chef. Après on s'est séparés, et en 76, donc je l'ai carrément dirigé pendant 4 ans, et puis après elle a fait ce qu'elle a voulu avec ce journal, qui est vraiment le fruit de son travail. Est-ce que vous avez envisagé à un moment donné, à l'époque, peut-être qu'on n'en parlait pas à l'époque, mais aujourd'hui on pourrait se poser la question, d'un mélange des genres presque incestueux, de se retrouver à produire des expositions et de publier des textes dans un journal qui serait donc en liaison directe avec cette galerie. Donc, si on retrouve maintenant les premiers numéros... Aujourd'hui on ne le ferait plus. Ouais, on aurait tort parce que j'étais très objectif. C'est-à-dire que si vous retrouvez les 40 premiers numéros, hein, c'est un mensuel, il y a des numéros par an, vous verrez que je parle beaucoup plus des autres que de moi. C'est-à-dire, les expressions que j'ai faites, j'en parlais à chaque fois, mais ça représentait même pas 10% du contenu du journal. D'accord. Donc il y a une ouverture, pas le journal de la galerie. Le journal publicitaire de la galerie. C'était un journal qui défendait les tendances les plus nouvelles de l'art contemporain. On ne parlait pas que de peinture, on parlait de théâtre, on parlait de cinéma, on parlait de musique, de danse, et d'architecture, et de littérature aussi. Voilà. Et l'aventure Art Studio, alors, qui est postérieure? Ça c'est plus tard, ça c'est entre 88 et 92, ça a duré. Avec Anne Indry, comme rédactrice en chef. Donc j'ai eu envie un jour de créer alors là une revue trimestrielle, donc 4 numéros par an, sur un thème. Alors c'était l'abstraction, c'était le minimalisme, c'était l'arte povera, c'était la peinture nordique, etc. Et donc il y a eu seulement 24 numéros, mais ça c'était moi qui le finançais en grande partie. Puis il y a eu la crise, donc en 92 j'étais obligé d'arrêter. Mais aujourd'hui vous pouvez les retrouver encore, je sais pas, les solderies, on en trouve, et c'est vraiment des documents. C'est des documents, et alors ce qui est intéressant, c'est le départ de cours à l'époque, c'est qu'on écrit dans ces 24 numéros de Art Studio, vous pouvez retrouver, tous les gens aujourd'hui qui sont devenus des critiques d'art, des références intellectuelles importantes. Tous ils ont écrit là-dedans. Et c'est pas moi qui les ai choisis, c'était à l'époque la directrice qui a été avant Anne Indry,
ça vous dit rien, mais c'est quelqu'un qui après a continué, qui travaille chez Renault, qui s'occupe de la collection Renault. Mais c'est une autre jeune femme, à l'époque, qui s'appelait Claire Stoulig, et qui a été au Centre Pompidou, qui après est partie diriger un musée à Genève, après un musée à Nancy, et qui est une femme vraiment remarquable, parce que c'est elle qui avait les contacts, les relations, l'intuition, et rétrospectivement, il faut vraiment lui rendre hommage à cette femme qui s'appelle Claire Stoulig. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être, parce que les gens sont plus jeunes que nous, et donc vous ne connaissez peut-être pas l'histoire de ces galeries à Paris, de ce mouvement des galeries aussi, qui sont passées de la rive gauche vers la rive droite, et Daniel a été un des précurseurs, puisque avant la création du Centre Pompidou en 1977, il a eu déjà l'idée de venir s'installer rue Beaubourg, donc juste derrière ce qui est aujourd'hui le Centre Pompidou. Donc en 72, là, enfin 71, mon propriétaire charmant m'avait dit, bon, écoute, tu me payes ton loyer, le loyer, j'avais récupéré le rez-de-chaussée, mais ça ne suffit pas pour vivre, alors si tu peux trouver quelque chose et partir. Tout ça s'est passé très très gentiment, très amicalement. Et je me suis dit, bon, d'abord il faut que je m'agrandisse, c'est trop petit. Et où aller? Donc, c'était au moment où on publie les résultats du concours, qu'ils ont choisi Piano et Rogers, concours, c'est une volonté de Georges Pompidou, c'est pour ça que ça s'appelle Pompidou, évidemment. Donc c'était un homme qui, lui, s'intéressait vraiment à la culture, puisqu'il avait été fait l'école normale, il a écrit plusieurs ouvrages, des ouvrages de poésie, et il était lui-même collectionneur. Il avait de l'argent, puisqu'avant d'être naturellement Premier ministre, il a travaillé à la Banque Rothschild, donc c'est pour être président de la République et avoir commencé à la Banque Rothschild. Donc, c'est un signe pour Macron. Je crois. Bon. Et c'était un homme vraiment, un vrai démocrate, un homme cultivé. Enfin, un homme, il est mort trop tôt, il était malade, il n'a pas fait ses 7 ans. Qui aurait pu être un très très grand président, mais c'est un vrai réformateur. Bon. Sauf qu'il a créé la voie Georges Pompidou, qui n'était pas très belle, mais enfin maintenant, comme elle est fermée, vous pouvez faire du jogging là-dessus. J'espère qu'on va la rouvrir bientôt, parce que ça posait problème à tout le monde. Donc, il a créé le centre Georges Pompidou, et ça c'est unique au monde. Unique. Mais donc de 72 à 77. En 72, on publie les résultats, fin 71, et je me dis, bon, si on va construire un musée là, ben, il faut que la galerie soit autour. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour comprendre que c'est le musée qui va faire venir le public, et le public, eh ben, il ira faire le tour des galeries qui se sont installées là. Donc je me suis installé là au mois de mars 72, et j'étais seul pendant au moins 2 ans. Il y avait juste une galerie qui s'appelait Naon et Trigano qui sont installés juste à côté 2 ans après. Et les autres galeries sont venues donc 5 ans après, et maintenant il y a beaucoup de galeries dans le quartier. Puis ce quartier s'est développé du côté du Marais, et maintenant la plupart des galeries, les 2 tiers des galeries françaises, enfin parisiennes, sont installées dans ce quartier, qui permettait à beaucoup d'avoir de beaux espaces, alors que les espaces de Saint-Germain-des-Prés, c'était des petits espaces de 40, 50, 60 mètres carrés, donc insuffisants pour présenter des grands tableaux, faire des expositions de prestige. Voilà. Alors, il y a, quand même, Daniel représente un des rares cas de galeriste à être resté aussi longtemps dans un même lieu, fidèle à ses murs, même si tu t'es agrandi de l'autre côté de la rue Beaubourg, mais en gardant toujours à l'esprit le confort du visiteur, de ne pas chercher désespérément à être encore plus grand. C'est un des rares cas à avoir gardé toujours ce même espace. Et j'y vais tous les matins depuis 44 ans. C'est pas rien, 44 ans. Je suis un vrai fonctionnaire, mon père est fonctionnaire. Dans 44 ans, je suis là. Enfin, je suis un tiers du temps en voyage, hein. Je ne m'ennuie pas au fond de la cour. Hein. De toute façon. Et je comprends qu'on a envie de s'étendre. Je cherche un très beau local. Maintenant, toujours, mais un vrai lieu, s'agrandir pour s'agrandir, mais quelque chose qui... Voilà. Mais dans le même quartier. Alors que dans le Garenne, ça n'existe pas. Je vais pas le trouver. Voilà. Parce que déménager en banlieue, bon, d'autres galeries l'ont fait, mais déménager pour dire j'ai le plus grand lieu de Paris, mais s'il n'y a personne dedans, c'est pas une nécessité. Le prestige, je ne cours pas après le prestige, je cours après la qualité de l'activité. La qualité de l'activité, c'est la qualité des artistes. Parce qu'il faut parler des artistes, c'est eux qui font la galerie. C'est nous, parce qu'on les fait venir chez soi. Mais si vous avez des mauvais artistes, vous serez toujours une mauvaise galerie.
Donc les galeries, c'est l'essentiel. Donc tout doit aller vers les artistes, tout doit être fait pour les artistes. Il faut s'occuper d'eux. C'est des gens qui, bon, je ne vais pas caricaturer, exagérer, ils ne sont pas dans l'inquiétude quotidienne. Hein, bon. Mais ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'avoir une galerie. Alors, on peut parler du système américain, la galerie Gagosian, je regardais sur l'ordinateur encore hier, il y a 135 artistes dans sa liste. Peut-être, non, on a dépassé les 150 là maintenant, où est-ce que c'est? On a dépassé 150. Il ne peut pas s'occuper. Déjà, nous, on travaille avec, je ne sais pas, 25 artistes, c'est déjà trop pour avoir du temps pour s'occuper de chacun d'eux. Bon. Alors, il y a certains qui sont morts ou qui sont allés loin, donc on ne peut pas les voir toujours, mais il faut s'occuper des artistes. Donc, la galerie, c'est le lieu de la concentration et de la rencontre. Enfin, on fait venir les œuvres et on fait venir le public pour qu'il voit les œuvres. Le travail d'une galerie, c'est ça. Et puis après, il faut les vendre. Parce que je dis toujours, si vous ne vendez pas vos artistes, ils vont dans la galerie concurrente. Voilà, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Il faut que quelqu'un vende leur tableau. Les artistes ne sont pas faits pour vendre leur tableau eux-mêmes. Les 9/10 des artistes ne vendent pas directement, ne vendent qu'à travers leur galerie. Donc il faut une relation de confiance totale entre la galerie et les artistes. Voilà. Comment on découvre justement ces artistes que tu présentes depuis 50 ans dans dans ces deux galeries? Parce qu'il faut rappeler peut-être quand même l'importance de Daniel Templon, ça aura été d'introduire en France une quantité d'artistes américains qu'on n'avait jamais vus. Il n'y avait pas de galerie pour présenter ces artistes, donc ça a été un de ses hauts faits. De présenter aussi quand même beaucoup d'artistes de la scène allemande, et surtout, en parallèle, de défendre encore la scène française. Parce que vous savez très bien que nous avons une difficulté, enfin, je pense que vous avez déjà eu des cours où on vous a expliqué tout ça. La difficulté de nos artistes français, c'est qu'ils ne sont pas assez chers. On le répète toujours, on n'arrive pas à les exporter à l'étranger, ni à les vendre, parce qu'ils ne sont pas assez chers. Donc il faudrait un soutien encore plus grand, une activité encore plus grande autour d'eux. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire, à présenter les plus grands artistes américains, des Allemands et des Français? Comment on met ça dans un programme? D'abord, la cote des artistes français, elle vient du fait que, bon, on n'a jamais encouragé, enfin, le système public, hein, donc on voit la politique, n'a jamais favorisé l'acquisition des œuvres d'art par tout un chacun, ceux qui ont les moyens, bien sûr. Le système américain fonctionne bien parce que quand vous achetez un tableau, vous dites qu'il y a un débouché pour le tableau. Le débouché pour le tableau, c'est le don à un musée qui lui permet d'avoir un avoir fiscal équivalent à la valeur du tableau. J'illustre ça simplement. Vous achetez un tableau qui coûte 1000 francs et 30 ans après, 20 ans après... en euros maintenant. Je parle de... 1000 euros. 1000 euros. Moi j'ai vendu des tableaux à 200 francs. Maintenant à 1000 francs, il n'y a plus de tableau. Donc, on achète un tableau. On achète un tableau 1000 et vous le donnez, 10 ans maintenant, 30 ans après, il vaut 1000, il vaut 50 000 ou 100 000. Bon. Là, vous avez fait un vrai profit. Bon. Donc, vous avez besoin d'argent, acheter des appartements pour vos enfants, ou je ne sais pas quoi. Bon. Vous vendez votre tableau normalement. Mais les Américains ont une autre approche. C'est-à-dire qu'il faut rendre à la collectivité ce que la collectivité vous a permis de gagner. Ça, c'est les protestants, ça marche comme ça. Vous, les catholiques, et c'est moins bien. Sur ce plan-là. Donc, vous donnez votre tableau à un musée et vous avez un avoir fiscal qui correspond à la valeur du tableau au moment où vous le donnez. Alors, c'est formidable parce que vous êtes gratifié, vous ne perdez pas d'argent, vous continuez à en gagner, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, qui peut être une fois considérable, et vous êtes gratifié socialement. Voilà. Monsieur Machin est bien parce qu'il a fait un don au musée. Et donc c'est pourquoi les plus beaux musées du monde, les plus riches sont les musées américains. Puisque de toute façon, l'État ne donne pas d'argent à la culture aux États-Unis. Bon. Et donc il n'y aurait rien dans les musées s'il n'y avait pas ce système qui permettait aux gens de donner les tableaux et de permettre après au musée d'avoir des collections absolument somptueuses, prestigieuses, que nous leur envions tous. Sachez qu'au Centre Pompidou, le budget d'acquisition, en ce moment, ça vous semble une somme importante, mais vu le prix, je vais vous donner après les prix de Jeff Koons, il y a 1,5 million d'euros. Mais Jeff Koons, ça commence déjà à 5 millions. Donc, l'État, il faudrait 3 ans pour qu'il puisse acheter un Jeff Koons de façon normale. Bon. Donc, on est très très loin derrière les États-Unis.
Alors, les États-Unis, c'est pas le modèle absolu, évidemment, c'est pas... Sauf qu'ils savent vendre leurs artistes. Et à la fin, qui domine, eh ben c'est le marché de l'art américain, donc les artistes américains. Alors l'histoire revisitera tout ça, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a 90% des grands artistes qui sont américains et 10% pour le reste du monde, c'est pas vrai. Il y a peut-être déjà un équilibre entre l'Europe, l'Inde, la Chine et l'Amérique, mais le cœur du marché, c'est toujours New York, c'est toujours le musée américain. Je prends l'exemple d'un jeune artiste qui s'appelle Kane Wiley, qui est noir, Los Angeles, à 38 ans aujourd'hui. Il est dans 35 musées aux États-Unis. Voilà. Bon, je prends les artistes français, j'ose pas le dire, nommer des gens qui sont dans 1, 2, 3 musées en France et qui coûtent 10 fois moins, c'est à 0 de moins. Il n'y a pas ce dynamisme-là pour l'art contemporain en France. Globalement, on peut dire, c'est Philippe Dagen qui a fait un bouquin, je le cite, qui les Français n'aiment pas l'art contemporain. C'est pas totalement faux. Il y a une espèce de tradition qui fait que l'art, c'est de l'argent. L'argent, il ne faut pas trop en parler. On est du côté de Saint François d'Assise plutôt que du côté de Luther. Ce qui est bien en soi, mais le résultat, c'est qu'on n'est pas adapté au monde actuel. Mais alors pourquoi le reste du monde n'achète pas nos artistes français? La question, il y a deux choses. Il y a la facteur historique, c'est la France a été dominante jusqu'aux années 50, et puis après on a passé le flambeau aux États-Unis. Enfin, c'est comme ça, on va pas faire des banalités, mais vous partez... vous avez l'Égypte, et puis après vous avez la Grèce, et puis après vous avez Rome, et puis Renaissance, et puis après vous avez la France, et puis maintenant, ça y est, on est à New York, on est aux États-Unis, puis ça fait le tour. Je ne sais pas si ça revient chez nous, mais maintenant il y a la Chine, le marché chinois. Pourquoi les Américains ne nous achètent pas, nous Français? Parce qu'ils considèrent que les artistes français sont moins importants que les leurs. C'est totalement fou, mais ils en sont persuadés. Mais comme ils sont dominants économiquement, ils s'en foutent. Puisqu'ils font ce qu'ils veulent. Il y a un pays qui domine le monde, encore, toujours, c'est les États-Unis. À la fois pour le bien et pour le mal. Enfin, on pourrait en débattre, mais ça, on rentre dans une autre discussion. Donc, ils font la cote. Alors, les artistes allemands, eux, déjà, il n'y a pas ce conflit entre argent public et argent privé. Bon, en Allemagne, pendant des années, les galeries ont été ignorées, pour ne pas dire méprisées, vilipendées par les représentants de l'État, les fonctionnaires des musées. Il n'y a pas cette distinction politique. Quand je dis, ne me prenez pas mal, mais que les 4/5e des fonctionnaires, ça a changé, mais au début c'était comme ça, du milieu de l'art, c'était tous des électeurs de gauche. Donc il y avait une idéologie qui était contraire à ce que représente le marché. L'art, c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour le peuple, donc c'est pas fait pour le commerce. D'accord, mais je ne vois pas comment, depuis que l'art existe, ça a toujours été un objet de commerce. Les grands peintres de l'histoire, prenez Giotto, c'était un grand capitaliste, Giotto. Il avait une centaine de personnes qui travaillaient jour et nuit pour lui. Prenez tous les grands peintres de l'histoire, ils avaient des ateliers, ils avaient du personnel, il y avait des domestiques, ils travaillaient pour le pape, ils travaillaient pour les seigneurs de l'époque. Ça a toujours été comme ça. Donc on deviendrait vertueux aujourd'hui? Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors je repose ma question différemment. Comment, quand on est galeriste parisien, on arrive à persuader un artiste allemand ou un artiste américain convoité par tout le monde, acheté par des collectionneurs américains ou allemands, de venir exposer à Paris? Il nous reste le prestige. D'accord ? Non, j'exagère. Mais non, il y a un marché de l'art qui a commencé vraiment à se développer en France à partir de, en gros, à partir de 2000. Bon. Alors, il y a le marché de l'art a connu une envolée incroyable en 89. Le sommet, c'est 89. Donc, ayant commencé en 66, j'ai vu le marché se développer. J'ai fait des très grandes expositions, Warhol, Rauschenberg, Lichtenstein, de Kooning, où je vendais à rien, ou un tableau, ce qui est inimaginable. Inimaginable. Si les gens m'avaient écouté à l'époque, et j'avais des preuves que ces artistes étaient déjà importants aux États-Unis et dans les musées, ils auraient multiplié leur investissement pas par 10, par 100. Par 100, 2 zéros de plus. Pour Warhol, de Kooning et Lichtenstein et compagnie.
Donc, ça a changé. Bon, le Centre Pompidou a contribué, la presse a un peu développé, mais la presse française, elle est très très faible. Et je prends un exemple, j'ai sorti ce bouquin, ou les deux. J'ai eu un entrefilet dans Le Monde qui fait comme ça et comme ça, vous voyez. Donc il doit y avoir l'équivalent de 6 phrases ou 8 phrases. Donc M. Ribel et M. Dagen se sont dit, ben non, on ne va pas parler d'une galerie. Ben, c'est pas une galerie, c'est 50 ans. Et c'est plusieurs centaines d'artistes qui sont parmi les plus grands du monde. Bon. Mais Le Monde s'en fout. Dagen et Ribel s'en foutent complètement. Bon. Et j'ai eu dans le Livre Belgique, l'équivalent, disons, du Figaro, il y a un supplément tous les week-ends, donc il y a eu, entre guillemets, comme un feuilleton, il y a eu pratiquement une page pendant 3 week-ends. Pour parler, on n'est pas prophète dans son pays, d'accord, mais vous voyez la différence. La différence de traitement. La différence de traitement. Alors il faut peut-être préciser, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Daniel Templon a ouvert une galerie à Bruxelles, ce qui peut aider aussi l'article dans la... Mais je la galerie ouverte depuis 3 ans, donc, mais ils reconnaissent le travail. Et à chaque exposition à Bruxelles, il y a un bel article qui sort dans la semaine, si ce n'est le week-end d'après, tout de suite. Vous prenez la presse allemande, Frankfurter Allgemeine, il y a 2 pages toutes les semaines sur les galeries. Vous prenez le New York Times, il y a 4 pages toutes les semaines sur les galeries, etc. Mais en France, faut pas. Donc les artistes payent ça. Nous payons tous cette situation. Bon, alors donc, comment on convainc mon artiste américain et allemand? On va y arriver. Bien sûr. Le marché s'est développé depuis l'an 2000, donc ils savent qu'ils vont quand même vendre en France. Pour les périodes précédentes, les grands artistes de Kounig, il fallait avoir Paris sur sa carte de visite. Bon, on est toujours le 5e pays le plus riche du monde, donc on n'est pas n'importe quoi. Mais il fallait passer par Paris, ne serait-ce que pour prendre des go en disant, il y a eu... pas remonter, mais disons à Picasso, après le XXe siècle, Picasso, si vous voulez. Et donc on est là, on va leur montrer à ces Français qu'on a pris, nous, là, ou les premières places. Donc tous les étrangers ont voulu passer par Paris. Et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas si efficace que ça, donc ils ne sont plus vraiment demandeurs. Non. Sauf les plus jeunes qui ont besoin encore de se faire connaître. Mais heureusement, on est... on va dire qu'on se redresse, hein, le marché français. S'il y avait même des mesures fiscales adaptées, comme je parlais pour les dons des collectionneurs américains au musée, on pourrait vraiment se redresser. Mais bon, on n'y est pas encore. Chaque fois que j'ai parlé de ce problème-là, tous les ministres de la Culture, je les ai connus, je leur ai parlé à tous. Ah oui, c'est une très bonne idée, mais il n'y en a pas un qui a pris le téléphone pour appeler le ministère des Finances, parce que c'est lui qui décide. Éventuellement le Premier ministre, éventuellement le Président de la République, parce que c'est fait comme ça, hein, c'est fait en 48 heures, c'est un décret, c'est même pas un vote au Parlement. Personne ne l'a fait. Ouais. Est-ce que depuis 2000, puisqu'on parlait de la date de 2000 comme étant presque marquante pour le changement de l'importance du marché de l'art français, est-ce qu'on peut dire que depuis 2000 aussi, les musées français se sont un petit peu plus réveillés et jouent un rôle plus important? L'activité des musées français, elle est bonne. Donc il n'y a aucune critique ou un reproche à leur faire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas un sou. Et donc maintenant, les musées, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux galeries de les aider à financer leurs expositions. Donc c'est là où ça ne va pas. Bon, vous allez voir l'exposition de Saint-Clombie. Ça commence très bien, un tableau extraordinaire, très grand artiste, des grands abstraits de la prière, tout ce qu'on a. La dernière salle, les 2 dernières salles, vous allez voir des tableaux, alors que les premiers sont somptueux, les tableaux des années 50, 60, ça. Les 2 dernières salles, c'est une annexe de la galerie Gagosian. Voilà. Avec des tableaux faibles. Parce que le monsieur est âgé, il a plus le génie, donc il remplit des grandes surfaces avec 3 traits tout bêtes, primaires, des fonds colorés, parce que les fonds colorés, ça fait passer la faiblesse du graffiti dessus. Et c'est des tableaux qui viennent tous de chez Gagosian. Donc Gagosian, comme pour l'exposition de Jeff Koons avant, a donné, je ne sais pas sous quelle forme, mais il a donné de l'argent. Bon, ça, c'est pas normal. Alors on est content d'avoir une grande expositive. Mais parce qu'il y a derrière le marché qui va financer, aider au financement des expositions des musées. Voilà. Donc on peut décrocher une exposition
Presque, à Pompidou, presque. en l'aidant financièrement. En l'aidant financièrement. Ça se fait au Guggenheim depuis longtemps, c'est-à-dire n'importe qui peut, entre guillemets aussi, peut exposer au Guggenheim, qui a des 3 musées de New York importants, puisqu'ils ont même fait des couturiers, ils ont fait, je ne sais plus, Palantino, enfin un gros couturier. Un gros couturier, belle exposition, mais elle a été financée intégralement par le privé. Voilà. Et les BMW, les motos, je sais pas, une exposition de motos magnifique aussi. Mais bon, voilà, mais parce que le privé. Et en France, alors que les directeurs de musée, c'est une honte, on ne veut pas avoir d'argent de l'extérieur, et bien un directeur de musée, le directeur actuel, et le président plutôt même maintenant, il doit passer 20% de son temps à chercher de l'argent. Oui. Comment vous voyez la globalisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Puisqu'en fait, il est difficile de rester sur son compte à soi, et même sur les relations France, Allemagne, États-Unis, il faut regarder maintenant beaucoup plus largement. Comment vous faites? Vous êtes peut-être chercheuse, vous avez des gens qui cherchent pour vous, pour repérer... Comment on découvre les artistes? Bon, je passe mon temps à voir des expositions. Bon, d'abord, il y a Internet. Il y a les magazines, on les reçoit tous, et puis il y a les visites dans les autres villes du monde, dans les galeries, dans les musées, il y a les biennales, donc l'information, on l'a. J'ai toujours dit que l'art contemporain, c'est une question de connaissance. Pour juger d'un artiste, il faut savoir tout ce qui se fait autour, et dire que celui-là, il est meilleur que les autres. Et ça se voit finalement. Hein, bon. Mais il y a la plupart des gens qui ne vont jamais dans les galeries des autres, qui même sur les foires, moi je fais les visites des autres stands sur toutes les foires, même celles auxquelles je ne participe pas, et quand j'y participe j'ai moins de temps, mais je les fais quand même. Vous ne pouvez pas juger d'un artiste si vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Bon. Même chose pour les artistes, il faut pas savoir ce que font les autres. donc, à force d'avoir vu beaucoup d'artistes, de temps en temps, vous dites « Ah, celui-là m'intéresse ». Alors, en général, je ne me précipite pas dessus en disant « Ah, tiens, je vais t'exposer tout de suite ». Je préfère attendre 1 an, 2 ans, 3 ans et être sûr de moi pour pas, après, le regretter. Parce que quand vous engagez avec un artiste, c'est pas pour une exposition, c'est pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans. Donc il ne faut pas se tromper, parce qu'après, rejeter un artiste, d'abord, vous avez l'impression que vous avez perdu votre temps, en plus vous vous faites un ennemi, ça parle en mal de vous, donc il ne faut pas se fâcher avec des artistes. Donc c'est prioritaire ça. Donc je découvre parce que je sais. J'ai le tour et j'ai repéré ce qui me semblait de mieux. Alors après, on choisit en fonction de son goût. Il y a des tendances, on en parlait tout à l'heure, que j'exècre, c'est ce qu'on appelle le bricolage artistique. On est envahi par le bricolage artistique. Alors je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai commencé, les chiffres sont tout à fait aléatoires. Disons qu'il y avait 100 lieux dans le monde, une centaine de lieux dans le monde pour présenter de l'art contemporain. Maintenant, vous en avez 5000, 10 000, des lieux pour présenter, vous ne pouvez pas savoir, il y en a partout, partout. On dit qu'il y a 100 musées en construction en Chine, c'est vrai. Donc, on crée des musées. Mais personne ne s'est posé la question, au moment où il crée un musée, donc une ville, un étage, avec quoi on va les remplir? Et on va les remplir. Bon. Le nombre des très bons artistes, il est le même, en termes de pourcentage, il est le même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans ou 3 siècles. Bon. Donc les bons artistes sont tellement rares que, ou les grands sont... Ils ne peuvent pas exposer dans tous les musées du monde. Et pourtant, ces musées doivent exister, il faut les remplir. Il y a des gens qui sont payés pour remplir les musées. Bon, les directeurs de musée, les directeurs, ils font leur métier. Et comme ils n'arrivent pas à trouver les bons artistes, ben, ils fabriquent eux-mêmes, sans le savoir, les mauvais artistes. Donc la plupart des lieux d'exposition dans le monde sont remplis de très très mauvais artistes. Parce que voilà, c'est comme un appel d'air. Donc on va chercher n'importe quoi. Donc l'art aujourd'hui est complètement... pollué par ces artistes nuls, mais qu'on voit à Pompidou, qu'on voit à la FIAC, qu'on voit dans les magazines, qu'on voit un peu partout, et dans les galeries, évidemment, parce qu'il faut bien remplir son programme. Voilà, il faut remplir le programme, donc on va chercher ce qu'on peut, on pense qu'on trouve. Voilà. Et donc ça crée une confusion énorme des valeurs. C'est ça que je dénonce, la confusion des valeurs. C'est-à-dire que quand des gens vous disent l'art contemporain, c'est de la merde. C'est pas vrai. Il y a autant de grands artistes en 2016 qu'en 2000, qu'en 1980 ou 1915, je sais pas. Il y a autant de grands artistes.
À l'époque, je vous assure, alors ça je suis sûr de ce que je dis, quand j'ai commencé dans les années 70, disons, c'était évident que celui-là était mieux que celui-là. C'était évident, ça se voyait. On était quelques centaines de personnes simplement à faire ce métier ou à s'intéresser de près à là. Et on voyait tout de suite les bons et les mauvais. Aujourd'hui, même nous, on ne sait plus. On est paumés tellement il y a de mauvais artistes qui nous empêchent de voir les bons. Et quand je pense que moi, un collègue compétent repère les bons, il n'est pas suivi. Parce qu'on lui a mis un machin. Mais non. On est noyé dans le bricolage artistique. Autrefois, moi j'ai une phrase que j'aime répéter, les artistes avaient envie de faire une œuvre. Pas une carrière, mais de faire une œuvre. Faire carrière, ça va de soi, mais faire une œuvre. Aujourd'hui, la plupart de ces artistes se contentent d'exister. Donc, je crée pas pour faire une œuvre, mais je crée pour exister, c'est-à-dire exister dans la société, exister pour gagner sa vie, exister pour dire « Ah, monsieur est artiste, c'est très bien ça ». Ils ne se posent même pas la question de l'œuvre, ils ne se posent même pas la question de ce qu'ils font. Ils ont une petite idée, c'est tout ça, vous prenez ce téléphone, et puis vous faites ça, et puis vous le faites en bronze, c'est encore mieux, parce que ça fait sérieux. Il y a un artiste que je trouve formidable, il s'appelle Pareno. Alors, il s'est fait connaître en enfilant des prises électriques. Non mais attends, regardons ça avec un petit peu de recul. C'est totalement débile. Mais il est au musée, il est à la Tate, il est à Pompidou, il est dans une grande galerie, je sais pas quoi. Mais il a pris 10 prises électriques, oui, puis il les a enfilées, puis il les a collées là, ça fait voilà. Je veux bien. Alors là, c'est tellement primaire que bon. Et Duchamp n'a jamais dit que c'était une œuvre d'art. Hein. Et c'était tout à fait plus sophistiqué que ça. Pourtant, dans l'équipe de la galerie Daniel Templon, dans l'écurie Daniel Templon, il y a bien des artistes qui ont disparu au fil des années, non pas pour leur mort, mais parce que leur travail ne correspondait plus. Exactement. Il y a des artistes qui ont du talent à un moment et qui perdent ce talent, qui perdent leur conviction, leur foi, ou si vous voulez, on a tous notre seuil d'incompétence. À un moment donné, on ne va pas au-delà. Hein. Dans la politique, jusqu'à la création, dans tous les métiers du monde. Bon. Et ben, ils sont arrivés au maximum de leurs possibilités. Alors, il y a des artistes géniaux, jusqu'à 80 ans, ils peuvent produire, les Titien jusqu'à Picasso, Matisse, et pour d'entrer d'autres. Et puis d'autres, bah, au bout de 20 ans, ils sont épuisés, ils n'ont plus rien à dire. Hein, les derniers tableaux de Tombly, ils plaisent parce qu'il y a de la couleur, mais ils sont très très faibles. Il y a un petit geste primaire. Alors qu'au début, c'est extrêmement sophistiqué les tableaux de Tombly. Essayez de faire des graffitis, et puis regardez bien, vous dites, est-ce que ça tient? Ben lui, 50 ans après, ça tient. Il y a du génie dans le graffiti aussi. Et puis il y a... Et après, ça ne tient plus. Il y a d'autres qui s'effondrent au bout à l'âge de 40 ans, de 50 ans. Donc ces artistes-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux? On les expose plus, on essaye de rompre sans se fâcher vraiment. Alors si on suit ton raisonnement, et si l'œil de Daniel Templon est parfait et perspicace, acéré, ça veut dire que tous les artistes de la galerie Daniel Templon devraient être dans les musées, qui auraient enfin compris que c'est là que sont les bons. C'est vrai. Et pourtant, il y en a certains qui ne franchissent pas le pas et qu'on n'arrive pas à avoir au centre. Alors j'ai pu me tromper aussi. Non, je pense à quelqu'un, mais parce que je pense que tu ne t'es pas trompé, mais je voudrais aborder cette chose. Oui. C'est Philippe Cognier que tu vas présenter au mois de février. Absolument. Comment un artiste de cette trempe, de cette qualité, ne franchit pas le seuil de Beaubourg? Beaubourg, c'est... L'ouverture du centre Pompidou s'est faite avec une émission sur Marcel Duchamp. Moi, j'aurais fait Matisse. Bon. Donc, la France intellectuelle a voulu montrer au monde entier qu'on avait le plus grand génie du XXe siècle. Je suis absolument d'accord avec ça, évidemment. On a eu un brillant intellectuel, un homme absolument cynique, qui n'a jamais dit que la peinture était morte. Vous pouvez lire ça, vous pouvez tous l'acheter et le lire. C'est les entretiens de Marcel Duchamp avec un critique qui est mort maintenant, qui s'appelait Pierre Cabane. Et puis, livre publié en 66, et Duchamp est mort en 68, si je ne me trompe pas. Donc Duchamp était totalement lucide. Pierre Cabane, qui était un des grands critiques de l'époque, a dit que ce livre, il a été relu et corrigé par Marcel Duchamp, chaque mot, chaque ligne, chaque virgule, etc. Et il n'a jamais dit que la peinture était morte. Il a même dit, vous trouvez cette phrase, la peinture va disparaître pendant 50 ans, mais il se peut très bien qu'elle revienne après. Bon, alors, première chose. Deuxième chose,
l'œuvre majeure, enfin une des 2 ou 3 œuvres majeures de Duchamp, ça s'appelle Étant donné, qui se trouve au musée de Philadelphie. C'est une porte en bois, puis on peut regarder le trou de la serrure. Et qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Sur un fond de paysage, je schématise, une fabule les jambes écartées. Bon. On ne peut pas faire plus peinture que ça. C'est quand même le sujet essentiel de la peinture. C'est ce qu'avait fait Courbet avec l'origine du monde. Voilà. Bon. Et si vous allez à Pompéi, vous allez voir un peu les mêmes choses. Déjà, et puis on peut remonter. Bon, bref. Donc, il n'a jamais nié la peinture, parce que cette œuvre sur laquelle il a travaillé pendant 20 ans, il a dit qu'il l'a donnée au musée de Philadelphie, mais qu'on pouvait la montrer qu'après sa mort. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est exactement ça qu'il a fait. Donc, il n'a jamais nié la peinture, il n'a jamais nié la représentation. Donc le bricolage de Pareno avec les prises de courant, c'est de la rigolade totale. Bon. Donc ils ont pris au pied de la lettre un monsieur qui était totalement cynique, supérieurement intelligent évidemment, et qui a joué toute sa vie avec l'art. Je vous achète qu'il a joué avec l'art. Le fameux urinoir, qui n'a jamais été montré d'ailleurs, puisqu'il n'en voulait pas dans ce salon à l'Armory, il a été montré dans la réserve, après il s'est perdu. Les 10 ready-made de Marcel Duchamp, ils ont tous été perdus, par lui. Ça prouve qu'il n'y a accordé aucune importance. Vous faites un objet quelconque, vous y tenez, puis vous dites peut-être que ça aura une valeur artistique et même éventuellement financière. Ils s'en foutaient complètement. C'est après des marchands qui ont dit « tu nous refais ». Voilà. Et tout ce qu'on voit, c'est des choses refaites. Il n'y a plus d'origine, l'original n'existe pas. Bref, tout ça, je termine avec Duchamp. Mais c'est une des explications. Beaubourg ne représente que les enfants de Marcel Duchamp. Exactement, ça non, et l'abstraction. Et l'abstraction. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est d'ordre de la peinture figurative a été rejeté. Alors, j'ai connu tous les directeurs du musée, a été rejeté. Et même un grand directeur, Dominique Bouzot, bon, il n'aimait pas la peinture figurative. Après, ne parlons pas de Pierre Maviette, mais Fred Pacman, pareil, c'était des messieurs sérieux, intelligents, tout ce qu'on veut, mais ils avaient un rejet de cette forte expression, considérant qu'il n'y avait que deux voies possibles, et l'objet et l'abstraction. Voilà. Donc on paye ça, et des artistes comme Philippe Cognier, que je travaille depuis, je sais pas, 12-15 ans maintenant, qui est certainement un des meilleurs peintres en Europe, ne parlons même pas de ce qui se passe ailleurs, n'est pas vu comme il le mérite parce que l'institution ne fait pas son travail de promotion. Et ça, je les accuse, et ça, je n'aime pas pour leur dire, au directeur actuel, faites votre travail, et ça se fera un jour, hein, mais ils ne veulent pas. Voilà. Et on dit, sans s'exagérer, qu'il serait allemand, suisse ou belge, immédiatement, il y aurait une reconnaissance internationale qu'il n'a pas. Voilà. Parce que si on montre Philippe Cognier, ou si on montre Gérard Garousse, que j'ai tenu à mettre sur la couverture, ça va les faire entrer en contradiction avec eux-mêmes. C'est-à-dire toutes les lignes qu'ils ont défendues, la ligne objet et la ligne abstraction, ben, si on s'aperçoit qu'il y a des grands peintres figuratifs, alors là, ça ne va plus dans leur tête, ils sont remis totalement en question. Ce qui est un problème spécifiquement français. Les Allemands qui sont au sommet du marché, ils sont figuratifs. Paulke, Richter, Baslitz, Kiefer, ils sont figuratifs. Et ça ne les gêne pas. Mais si un peintre est allemand et qu'il est figuratif, les Français approuvent. Mais s'il est français, alors là, donc, difficulté avec Martial Reste, difficulté avec Gérard Garousse, difficulté avec Philippe Cognier, c'est des choses qu'on n'arrive pas à redresser, hein, cette situation des peintres français. Et alors on peut dire quand même que depuis quelques années, la Galerie Templon montre de plus en plus de photographies. Elle expose même à Paris Photo. Oui. C'est une tendance de fond, non. Un goût personnel, non. Une demande des collectionneurs. J'aime aussi la photographie, bon, autant que la peinture au sens physique, parce que la photographie manque. Voilà, bon. Mais j'ai exposé le premier, Helmut Newton et Mapplethorpe, donc c'est quand même pas de mauvais. Et puis après j'ai continué, j'ai un très bon photographe, David Lachapelle, un photographe absolument génial, qu'on n'aime pas en France, on trouve ça vulgaire, mais c'est génial quand même. Pierre et Gilles, mais qui sont peintres maintenant. Il faut savoir que depuis maintenant plus de 10 ans, 12 ans, chaque photo, qui est une mise en scène, est repeinte à la main. Donc c'est Pierre le peintre de Gilles, je finis toujours par confondre. Il y en a un qui fait la photo et l'autre qui fait la peinture. Et c'est un couple d'hommes, parce qu'ils ne sont pas tout jeunes, et ils sont ensemble depuis 40 ans. Donc on peut dire que l'œuvre elle est vraiment en commune. Et ça donne un résultat extraordinaire. Mais ça aussi, vous voyez, faire passer ça à Pompidou,
c'est pas possible. Là, ce banc, il m'a dit oui, on va le faire, mais il est resté 5 ans, 7 ans, 7 ans, 8 ans, il n'a pas fait ça. Il l'a pas fait non plus parce que. Non, voilà, il n'a pas voulu faire. Gérard Garou, alors le Centre Pompidou va montrer, c'est français, Martin Paré. oui, mais ça, ça fait partie de l'histoire, et ça rentre totalement dans leur ligne. Non, l'autre peintre abstrait en couleur, et Gérard Garou, ça passe pas comme Philippe Cadier, parce que là aussi, ça serait les mettre en face de leurs propres contradictions. Alors, bon, bah, je sais pas, il faut attendre, il faut s'y mettre tous, il faut insister, il faut argumenter, voilà, c'est ce que je fais maintenant. Ouais, ouais, ouais. Comment tu vois l'évolution de ce marché de l'art qui a quand même beaucoup changé depuis 50 ans? Il est mondialisé. Bon, donc, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a des artistes, et des belles expositions de Pompidou, ça s'est intitulé Les Magiciens de la Terre, c'était Jean-Hubert Martin, qui avait compris avant tout le monde qu'il y avait de l'art partout, hein, dans tous les pays. Alors, bien sûr, la plus forte concentration, c'est aux États-Unis, après c'est l'Europe, et puis après un peu l'Inde, un peu la Chine. Donc, cette mondialisation est heureuse, ça va de soi. Maintenant, c'est banal de dire que ce sont les pays économiquement dominants qui deviennent dominants culturellement. Donc les Américains nous imposeront leurs artistes encore pendant longtemps. Alors est-ce que la Chine va le faire? C'est pas impossible, parce que leur président Xi Jinping a dit il y a à peu près un an, il y avait un bel article là-dedans, je crois, et que maintenant la Chine allait prendre sa place au niveau culturel. Voilà. Donc si c'est ce président qui l'a annoncé, il fera tout pour. Hein. Donc attention, apprenez le chinois, on va toujours vous servir après. Si vous faites, et du coup, est-ce que la tentation n'est pas grande de se dire on pourrait avoir une galerie d'Annel Templon, un peu comme Gagosian, à New York, à Londres? C'est théoriquement possible, mais il faut faire des choix. L'existence, qu'est-ce qu'on fait de son temps? Est-ce que ça vaut la peine de se... Et je y aller tous les jours, je achèterai tous les jours, même le dimanche. Mais il y a un moment donné où vous devenez comme une machine, c'est-à-dire vous n'avez plus le temps de réfléchir. Alors, avoir une galerie, 3-4 galeries dans le monde en plus, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors on peut penser à la rentabilité financière, on peut penser la gloire de dire j'ai plus de galeries que les autres. Ça, je m'en fiche complètement, je pense que j'ai fait mes preuves. Donc, ça serait une satisfaction insuffisante. Non, bon, Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est on va dire, pas de Belgique, c'est la banlieue. Mais c'est la même chose que la France. Voilà, ouais, c'est la même chose. La France, on s'entend très bien, c'est la même famille, c'est tout ça. Une autre galerie, non. Mais je comprends ceux qui ont envie de le faire. Ils ont encore quelque chose à prouver. Et c'est pas parce qu'on a plus de galeries dans le monde qu'on a plus d'artistes étrangers, puisque là, je disais que je vais représenter 3 nouveaux artistes. Un, l'année dernière, qui s'appelle Ackermann, qui est un des meilleurs peintres allemands de la 2e génération, plus autre abstraction et figuration. Je vais présenter un grand peintre belge qui s'appelle Hans Op de Beek. Voilà. Je vais montrer un artiste qui a disparu il y a 16 ans, en l'an 2000, un des grands artistes pop, un sculpteur qui s'appelle Georges Chagall. Donc ça n'empêche pas d'avoir une ouverture. Voilà, ils veulent tous exposer à Paris parce que bon, voilà, on leur vend Paris. Bon. Le marché n'est pas à la hauteur de la réputation de la France. Donc, voilà. Mais il faut s'en occuper de l'artiste, il ne faut pas et garder le contact, garder la confiance, et puis montrer qu'on fait du travail pour eux. Et là, justement, la presse est très importante. Un artiste qui n'a pas de presse au moment de son exposition, là, il vous en veut beaucoup. Ouais, mais c'est pas forcément notre faute, parce que bon, les gens qui écrivent sur l'art, moi je les connais tous. Mais s'ils n'aiment pas, vous ne pouvez pas les forcer. Donc l'artiste, il comprend, alors oui, il ne comprend pas, il se dit la galerie n'a pas fait son travail de promotion, mais ce n'est pas forcément de notre faute. Et là aussi, on en revient au problème de la presse française qui est vraiment
faible par rapport à ce que représente la presse internationale au niveau artistique. Et c'est les directeurs de journaux qui sont un peu coupables. De toute façon, il n'y a plus de journaux en France. Quand vous voulez acheter Le Monde, ou le Figaro, ou Libé, il n'y a plus de kiosques. Je vous assure qu'il y a encore pas longtemps, il y avait des kiosques à chaque carrefour. Maintenant, même le kiosque devant la Une, il ferme à 10 h le soir. Et 5 dernières années, il y a 1000 points de vente qui ont disparu. Voilà. Ça, c'est très très grave. Alors on dit oui, il y a tout sur Internet. D'accord, c'est vrai, on a retrouvé sur Internet. Mais c'est pas la même chose. Ouais. Le journal, vous l'avez dans la poche, vous sentez que vous voulez, vous pouvez lire au lit, Internet au lit, bon, c'est pas pratique. Et c'est pas la même démarche. Je pense qu'on ne peut pas avoir la même concentration quand on lit un texte sur Internet que quand on lit sur un journal. C'est comme un livre. Parce qu'on a dit, bah oui, il n'y aura plus de livres. Ben non. Livre sur l'ordinateur, vous en voyez beaucoup les gens dans le train avec le livre sur l'ordinateur. Non. Ils ont tous le bouquin dans la poche parce que c'est quand même plus confortable, à tout point de vue, d'avoir un livre. Bon, donc je vous recommande au moins ces deux-là, et celui-là, pas pour le train parce qu'il est un peu lourd, mais celui-là est tout à fait maniable et vraiment plein d'informations complémentaires avec tout ce que l'on aura dit ce soir. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant le jeune homme en vert qui voulait absolument... Oui, je vous ai posé une question tout à l'heure, M. Tampon, c'était, en fait, il y a une tribune qui a été publiée dans le New York Times il y a 2 semaines, et c'était la nécessité de réintroduire la question du sens dans le marché de l'art. Et du coup, j'aurais apprécié entendre votre... On l'a évoqué là, vous avez Parano et Cognier. Voilà. Enfiler des prises électriques et puis faire une peinture sur des sujets de société. Bon. Ou des sujets complètement philosophiques ou intellectuels comme Gérard Garouste, on peut en citer d'autres, mais je prends les deux qui sont les plus proches. Ouais, Bérola, un artiste sophistiqué, intellectuel, qui s'intéresse au cinéma, etc. Bon. Poésie, la littérature, etc. Qui est coupable? Les artistes, ils font ce qu'ils peuvent. Je dis ce qui est grave, c'est pas les artistes. L'art contemporain n'est pas du tout débile, sans ça je ne ferais pas ce métier. Bon. Les plus coupables, c'est ceux qui parlent de l'art, qui font la promotion de l'art, et qui se trompent. Ceux qui se trompent, ils se trompent. Bon, donc, comment peut-on promotionner des artistes? Je prends Parano, je ne le connais même pas personnellement, mais je peux en citer 50 autres, mais prenons-le comme exemple. Bon. Comment on peut promotionner ce genre d'art et en même temps dire qu'on aime, je sais pas, Kiefer? Il y a une contradiction fondamentale. Bon, on va prendre des artistes que je représente moi. Il y a du sens chez Kiefer, il y a du sens chez Cognier, il y a du sens chez Garouste, il y a du sens chez Baselitz, etc. Et soutenir ce bricolage artistique qui remplit les lieux publics. Donc, ces gens-là qui promeuvent ce type d'artistes, c'est-à-dire le bricolage artistique, et qui font le bricolage artistique, c'est eux qui se trompent, et c'est eux qui induisent de la communauté culturelle en erreur, en soutenant de fausses valeurs. Voilà. Et encore une fois, l'artiste, il fait ce qu'il peut. Bon. Et s'il ne sait pas faire, s'il n'y arrive pas, c'est dommage pour lui, c'est tant pis, mais ce n'est pas notre problème. Parce que ceux qui sont les spectateurs, mais des spectateurs qui doivent avoir le minimum de connaissances, ou le maximum plutôt de connaissances, doivent être capables de juger, de faire la différence entre ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas, en ce qui est du vent ou ce qui est profondément ancré dans l'expression d'un individu qui raconte son histoire, ses fantasmes, son dialogue avec le passé, etc. Je me souviens, il y a 4 ans maintenant, 5 ans, un documentaire. C'est la grande manifestation artistique contemporaine voilà. Qui a lieu tous les 5 ans. Voilà, qui a lieu cette année d'ailleurs. Enfin, 2017. 58, 60, ça c'était à la frontière avec l'Est. Ça, il faut savoir, parce que les Américains ont subventionné la création de cette documentaire à Cassel, qui est la ville frontière avec l'Est, pour naturellement être en face des communistes et leur dire voilà ce que nous faisons et on va vous. Bon, position culturelle. Donc, disons, il y a 5 ans. On arrive à Cassel, le grand bâtiment, un vieux bâtiment qui était épargné par la guerre, parce que Cassel était détruit à 90%. On rentre. La première salle à gauche qui doit faire 500 mètres carrés. Vide.
50 artistes dans le bâtiment. Et puis, on sent que c'est un peu frais. C'était au mois de juin, le froid. C'est un peu frais. Et j'ai découvert après, comme tout le monde, que c'est un artiste anglais dont le nom va revenir, là. Ryan Gardner. Qui avait fait Une machine qui envoyait du vent dans un espace vide de 500 mètres carrés. C'est la démonstration de ce qu'est l'art aujourd'hui, du vent. Enfin, pour une bonne part, hein, pas le reste, les peintres, on les défend, hein, et les sculpteurs, si vous voulez. C'était du vent. Mais comment les gens de Cassel, le directeur de Cassel, le commissaire général, ou je sais pas, ceux qui ont des responsabilités culturelles, ont pu accepter ça? Ou alors, bon, c'est vraiment... c'est se moquer du monde. D'abord, ils ne se rendent pas compte qu'ils se ridiculisent, mais c'est se moquer du monde. On va accueillir, ils ont 600 000 personnes à Cassel qui viennent voir ça entre juin et, je sais pas, septembre. Et donc c'est important comme manifestation. Et on leur présente quoi? Comme œuvre, immédiatement à l'entrée, du vent. Génial, non? Voilà. Et il y a des gens qui achètent Ryan Gardner, il fait d'autres choses. Et là, quand même, on a l'exposition la plus importante du monde, et voilà, on présente du vent. C'est un beau résumé, ça. Donc, réintroduire du sens, voilà. Alors, je voudrais bien qu'il m'explique quelle est la portée de ce vide. Alors, il est peut-être pour se moquer du monde aussi, mais c'est le vide. Donc, beaucoup trop d'artistes, c'est ça, on peut dire. Il y a vide de pensée. Alors, c'est pas à nous, c'est aux artistes eux-mêmes à se poser la question. Mais nous devons poser la question à ceux qui ont des responsabilités culturelles, qui écrivent sur l'art, qui organisent des expositions. Pourquoi ils font ça? Mais bon, à eux de répondre. Une autre question? Mais c'est fondamental, hein. Je veux dire, ce que vous dites là, c'est absolument fondamental. Réintroduire du sens. D'ailleurs, ça a toujours été le sujet de l'art. Moi, je me souviens du numéro 1 de Art Press, que j'ai relu pour le besoin de la cause, puisque c'est moi qui l'ai créé, fait même pratiquement le sommaire. C'est un article sur Barnett Newman, qui a exposé donc en 72, était au Grand Palais, et il disait, c'était la conclusion, je ne sais pas de mémoire de l'article, ce que tout créateur doit se poser comme question, pour faire ce qu'il fait, c'est quel est le sujet? C'est la question du sens. Quel est le sujet? De quoi je parle? Donc, avant de juger d'un tableau, je pense qu'on devrait tous faire ça, d'un tableau d'une œuvre, hein, sculpture, peinture, vidéo, ce que vous voulez, c'est quel est le sujet? C'est-à-dire de quoi il parle? De quoi veut-il nous parler? De quelle partie de lui-même veut-il nous parler? Donc c'est quel est le sujet? Est-ce que ça a un sens? Voilà. Donc les prises de courant, ça n'a pas de sens. Il y avait deux questions qui étaient là. Déjà, merci à vous deux, parce que c'est très intéressant de vous écouter parler. Est-ce que vous avez des conseils pour des jeunes artistes, des jeunes galeristes ou commissaires d'exposition De travailler sans arrêt. Parce que ce qui fait la différence, vous savez, on est tous à peu près au même niveau d'intelligence. Et ce qui fait le résultat, c'est celui qui a les meilleurs résultats, c'est celui qui travaille le plus. Hein. C'est pas la peine de chercher autre chose. Donc travaillez beaucoup. Mais surtout, pour vous qui veulent commencer, de vous informer. L'information. Savoir ses pouvoirs. Hein. C'est comme ça depuis toujours. Donc celui qui enseigne le plus, c'est celui qui peut le plus après. Hein. Et vous savez, au début, j'avais une 4L et j'allais à Cologne, du seul Nord, parce qu'il ne se passait rien à Paris à l'époque. Hein. Il n'y avait pas le centre Pompidou encore, les musées étaient pauvres. Donc j'allais en 4L à Cologne, à Düsseldorf, pour voir les galeries et voir les musées. Il y a Krefeld, Bielefeld, des petits musées autour. Et pas possible d'aller plus loin. Et ça m'est arrivé souvent de faire l'aller-retour dans la journée pour aller voir 4-5 galeries. Personne ne l'a fait. Personne. On partait à 7h du matin, puis après, on rentrait à minuit, 1h, parce que ça. Et même au début, il n'y avait pas d'autoroute en France. En Allemagne, en Belgique, mais il n'y avait pas. Donc, faites la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire allez partout où vous pouvez. Alors vous dites, oh, c'est fatigant, je vais perdre mon temps, c'est pas vrai. À la fin, vous en saurez plus que les autres et vous pourrez prendre de meilleures décisions parce que vous serez plus informés. Pourquoi ça a marché pour moi aussi? Parce que je suis à New York, c'est le premier d'être allé à New York, pratiquement de façon régulière. Au début, j'y allais 5 fois, 6 fois, je suis même allé jusqu'à une année, jusqu'à 8 fois par an à New York. Bon. Et pourquoi? Pour rencontrer les artistes, ramener des expositions, mais pour voir.
Et encore aujourd'hui, je vais 4 fois à New York, je fais tout. Vous allez dans Chelsea, vous commencez à la 13e rue et vous allez jusqu'à la 29e. La 36, et vous faites toutes les galeries. Alors vous faites ça comme ça, vous faites toutes les galeries. Alors vous allez voir une bonne exposition sur 10 ou une sur 5, mais au moins vous les aurez toutes vues, pas toutes, parce que 4 fois par an vous voyez pas toutes, et vous pourrez faire la différence. Et vous pourrez comparer les artistes et vous dire, bon, telle galerie c'est mieux, tel artiste c'est mieux, tel artiste évolue bien, tel artiste, bon, c'est complètement tombé, etc., etc. Donc ça c'est la meilleure chose à faire. Puis après, vous avez l'œil. Alors il y a des gens supérieurement intelligents mais qui n'ont pas d'œil, et puis d'autres qui sont peut-être moins brillants mais qui ont un œil, etc. Donc après il y a une part de mystère. La communication. Vous ne pouvez pas rester assis dans votre galerie et attendre que les gens viennent. Il faut les faire venir. Il faut trouver tous les moyens de les faire venir. Les événements, les appels téléphoniques, les courriers, bien sûr les vernissages, etc. Donc la communication. Maintenant avec Internet, c'est quand même assez facile. Et beaucoup travailler sur Internet. Pour votre génération, pour vous aujourd'hui, il faut vous lancer là-dedans. Il y a encore tout à faire, hein. C'est ce qui est extraordinaire. On se rend, nous, notre génération, même pas compte des potentialités qu'il y a encore. Vous dites, j'ai eu un article dans le Figaro. Ah, formidable, tu vas avoir un article dans le Figaro. Formidable. Et il sort quel jour alors on va acheter le journal, et puis il n'y a pas d'article. Non, il est sur Internet. Et naturellement, nous, on ne sait pas qu'il y a plus de lecteurs sur Internet que celui qui achète le journal le matin. Enfin, il n'y a peut-être pas plus, mais voilà. Mais il y en a d'autres. Il y en a plus. Moi, j'avais une question. En fait, je fais un exposé sur la Biennale de Venise. Oui. Et je voulais avoir un regard d'un galeriste par rapport à la Biennale. Et en plus, l'année prochaine, il y aura Xavier. Oui, c'est au mois de mai. Au mois de mai, oui. Mai 2017. Et voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir votre avis sur, comme galeriste. Mais sur quoi? Sur l'importance de la manifestation? Sur l'importance de la Biennale aujourd'hui. Ah, elle compte toujours. Elle doit avoir 110 ans maintenant, peut-être 120 ans. Hein. Donc ça a été, dans les années 60, 70, 80, encore la plus grande manifestation au monde en termes décisionnaires. C'est-à-dire, avoir le grand prix de la Biennale de Venise, ça comptait. Aujourd'hui, ça compte plus. Bon, c'est bien de l'avoir, mais ça compte plus. D'ailleurs, quand j'étais pas là pour l'année de la Rochelle d'Or, c'est 64, moi je suis allé pour la première fois qu'en 66. Mais alors là, on devenait tout d'un coup une star dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, vous étiez respecté, vous passiez au niveau supérieur, etc. Donc, Rochelle d'Or. C'est quand même le lieu où tout le monde va. Le monde entier. Tout le monde, c'est le monde entier. Les Chinois, les Japonais, les Indiens, ils viennent tous. Les Africains maintenant commencent à venir aussi. Donc, à ne pas négliger. Même si on est très souvent déçu par les pavillons, où là aussi on expose souvent n'importe quoi, il faut y aller. Je le dis à chaque fois, hein, mais essayez d'y repérer quand même des artistes qui ont une position ascendante. Alors cette année, le commissaire est français, à la grande surprise, Christine Massel, c'est controversé, mais bon, elle a gagné contre des tas d'autres candidats, donc elle doit avoir du talent de persuasion. On verra si elle a aussi du talent pour la sélection des artistes. Mais Venise, ça reste... Hein, pardon ? La France, c'est Xavier Véran. Oui, qui va représenter la France. Voilà. Mais comme disait Daniel, ça a beaucoup moins d'impact qu'à l'époque. À l'époque, c'était un événement planétaire, le fait de recevoir le prix. Aujourd'hui, beaucoup moins. Les ventes publiques ou bien une grande exposition dans un grand musée de type Beaubourg, MoMA, Whitney va avoir peut-être plus d'importance dans la carrière d'un artiste que d'avoir le prix. Honnêtement, on oublie, même on serait, je crois bien, incapable de redire qui a eu les prix ces dernières années. D'abord, il y en a trop, peut-être, hein, la sculpture, le meilleur pavillon, le machin. Donc on arrive finalement à oublier un peu toutes ces récompenses. Mais comme dit Daniel, c'est le moment où le milieu de l'art, le monde de l'art se croise. Puisque c'est tout le monde, ce sont les musées, ce sont les vendeurs, les marchands, les artistes qui viennent. Voilà. Donc c'est mythique. Et les collectionneurs sont là aussi pour repérer, ils sont à l'affût, ils veulent avoir les dernières nouveautés. Et même pour nous, c'est important parce qu'on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Le fait de ces pavillons et le fait de ces choix
des commissaires invités. Et puis il y a des expositions partout dans la ville. Voilà, c'est ça, il ne faut pas voir seulement ce qu'il y a dans les Giardini, mais il y a au moins 50 lieux dans la ville, parce que les Giardini ne sont pas extensibles. C'est des pavillons qui ont été construits autour des années 1900, et on ne peut pas en construire d'autres. Bon, on peut même difficilement les démolir, en reconstruire, enfin, peu importe. Alors, tous ces pays qui n'existaient à l'époque, il y avait, je ne sais pas, 35 pays, 40 pays maximum. Maintenant, il y a 50 pays en plus qui veulent participer à la Biennale de Venise, donc ils louent des palais ou des salles à l'intérieur de la ville, donc vous pouvez faire des parcours dans la ville, et là vous avez des tas de choses à découvrir. Parce qu'il y a des pays, même qui ne sont pas des grands pays, mais qui montrent des choses véritablement intéressantes. Vous avez une activité, vous êtes étudiante, mais une activité critique, vous écrivez non, pas du tout, c'est au sein de mes études, de oui, mon cursus. Bah ça, c'est un beau sujet. Si vous c'est un large sujet, effectivement. Vous avez 50, 60 Biennales de Venise, on ne peut pas en parler de tous, mais savoir comment ça a évolué, c'est vrai. Et la compétition était dure entre les États, elle l'est moins aujourd'hui, mais bon, il y a une espèce de fierté nationale à remporter le grand prix, c'est sûr. Moi j'ai une autre question, juste pour relancer sur les foires. Est-ce que vous pensez qu'en tant que galeriste, maintenant on est obligé justement, pour peser sur le marché, aller aux foires et exposer là-bas si on est une petite galerie? C'est indispensable. C'est-à-dire que il y a beaucoup de monde dans les galeries, mais pas les acheteurs. Les acheteurs venaient dans les galeries les samedis, je vous assure, dans les années 70, 80, les gens venaient dans les galeries les samedis. On vendait beaucoup le samedi. Maintenant, le samedi est un jour comme les autres, et peut-être quelquefois moins par les visiteurs. Mais on a envie d'avoir la galerie pleine, hein, même si ce n'est pas les acheteurs. Donc les acheteurs, ils vont majoritairement maintenant acheter dans les foires. Donc les foires, c'est essentiel. Vous touchez un public international, et vous touchez en 5 jours beaucoup plus de gens qu'en 6 mois de galerie, souvent. Pas pour moi, mais pour certaines galeries. Et surtout des galeries dans des pays où il n'y a personne dans les galeries. En Allemagne, il n'y a personne dans les galeries. Donc, ils sont obligés de faire des foires. Ils font 5, 6, 7, 8, 10 foires dans le monde pour toucher un public international. De toute façon, même si les gens voient votre programme sur Internet, ils ont besoin d'avoir un contact physique avec l'œuvre. Donc ils vont dans les foires. Et vous pouvez en un jour ou 2 jours voir 50, 100, 200 galeries dans des milliers d'œuvres, et ça vous donne une meilleure vision de la situation internationale, et pour ceux qui peuvent acheter, ben, ils ont sous les yeux 10, 20, 30 tentations. C'est pas le cas dans une artiste différente, c'est pas le cas. Voire encore plus de tentations dans la mesure où maintenant avec les iPads, on va vous présenter 10, 20 œuvres complémentaires du même artiste, et d'ailleurs dans une foire, bien souvent, l'œuvre présentée est déjà vendue, et on va vendre 3, 5, 10 autres œuvres grâce à... Exactement. Aujourd'hui, les vendeurs, vendeuses, ils sont sur le stand avec leur iPad, puisqu'on a tout maintenant. C'est-à-dire, vous pouvez avoir dans notre petit truc là, si vous avez 500 tableaux, 1000 tableaux dans votre stock, vous leur montrez, ça prend quelques secondes, et vous leur dites, Philippe Cognier, le tableau est vendu, vous en avez d'autres. Vous appuyez sur le bouton, tac, et elle dit voilà, bah, tac, 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 il y a 5-6 tableaux, voilà. Ah oui, bon, il faut que je réfléchisse, je montre à ma femme. Et bien, vous appuyez sur le bouton, et sur votre propre iPad, celui de l'acheteur, vous avez 15 secondes après, vous avez les photos, et le dossier, vous le montrer. Avec tout, hein, le prix, les conditions d'achat et tout. Mais ça a l'air de rien, moi je pense un peu à la rigolade, parce que je suis voilà, je suis une autre époque. Mais c'est vrai que ça change tout. Avant c'était compliqué. D'abord il n'y avait que des photos noir et blanc. Après il y a eu les photos en couleur. Et après il y a eu les fameux hectachromes. Avec les petits hectachromes, tout le monde faisait des petits hectachromes grands comme ça. Si vous voulez des 20-25, ça coûtait une fortune à l'époque. Puis l'appareil à déplacer, il devait peser 10 kilos. Donc moi je faisais des grands hectachromes parce que vous pouviez avec un hectachrome vendre un tableau tellement la qualité était parfaite. Mais aujourd'hui c'est ce qui se passe avec l'iPad. J'ai une autre question juste. Et nous, en tant que justement étudiants qui voulons rentrer sur le marché de l'art, est-ce que vous avez dit que le marché français est un peu mort, on va dire? Est-ce qu'on devrait peut-être, si on veut ouvrir une galerie ou quelque chose comme ça, commencer justement aux États-Unis ou à Londres où il y a plus de clients, on va dire? Oui, si vous pouvez, oui. Mais il n'est pas mort, hein, le marché français. Il s'est redressé depuis, on va dire, en
gros, depuis les années 2000. Et si on cherche des clients, ils sont... Mais Le nombre de jeunes galeries quand même qui existent à Paris. et qui ont des difficultés. Mais bon, c'est pas forcément mieux à Berlin ou à Londres. Hein. Une jeune galerie, c'est une jeune galerie, donc il faut le temps de se faire. Il faut un temps logique pour toute chose. Donc il faut le temps de vous faire connaître. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer gagner de l'argent avant 5 ans, parce que voilà, c'est comme ça, on ne peut pas. Mais il faut regarder quand même qu'il y a des scènes artistiques aujourd'hui où les structures de galeries du marché sont très faibles. Alors, je pense juste les Philippines, par exemple, en ce moment ça m'obsède, les Philippines. Il y a plein d'artistes de Manille, il y a plein d'artistes là-bas, il y a un grand collectionneur ou plusieurs grands collectionneurs, et en fait on voit qu'il y a très peu de structures sur place de galeries. Donc peut-être que ça ne serait pas un mauvais calcul de se dire, il y a des artistes, il y a un appétit des autres pays occidentaux pour justement ce côté un peu exotique, peut-être qu'est la scène philippine. Donc il y a peut-être quelque chose à... C'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée, parce que... Enfin, pas qu'on veuille vous envoyer aux Philippines. On ouvrait une galerie à Paris, montrer des artistes qu'on ne voit pas ailleurs. Qu'on voit pas. Hein. Il y a une galerie qui a fait ça dans le passé, son nom m'échappe à l'instant, qui a montré en premier des artistes chinois, qui valaient, par $10 ou $20 000, qui valent maintenant plusieurs millions pour les 54 ou 56 grands artistes chinois. Et donc, peut-être avec les Philippines ou la Malaisie ou cette région-là, il y a peut-être des artistes justement à faire venir. Il y a les artistes indiens. Alors moi, je montre 4 ou 5 artistes indiens. Il n'y a pas de marché vraiment encore international important pour l'Inde. C'est la faute de l'Inde. Il n'y a pas de musée en Inde. Il y a juste un musée à Delhi qui a 50 ans, qui est un peu en ruine, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Idem pour l'Afrique. Et les artistes cubains, c'est quoi? Les Cubains, ils sont à Miami. Ils sont déjà passés. Ils vont retourner mais l'Afrique, hein, vraiment. L'Afrique aussi. Nous, on est en train de travailler sur un numéro entier sur l'Afrique. On voit bien la difficulté pour obtenir des images, simplement d'œuvres, de design, de photographie. Il y a un vrai marché potentiel et il y a un appétit des collectionneurs pour ces artistes-là. Donc là aussi, il y a peut-être pas... Oui, c'est sûr. Moi, je viens de commencer à travailler avec un artiste, un vrai, parce qu'il est américain, mais un vrai africain qui s'appelle Omar Ba. Il n'était pas totalement inconnu avant qu'il était chez Anne de Villefort. Exactement. Et on a fait l'exposition à Bruxelles, et puis toute l'exposition était vendue. Et je ne croyais pas que ça allait se vendre comme ça. J'ai mis un tableau sur le stand de la FIAC, et je peux donner des chiffres, parce que des chiffres qui reflètent vraiment la vérité. Il y a une exposition de 12 tableaux, on a vendu 12 tableaux à Bruxelles. Pour un artiste jeune et très peu connu encore, mais un Africain de Dakar. Et à la FIAC, le fait d'avoir un tableau sur le stand a permis d'en vendre au total 8. Grâce à l'iPad, la fameuse image animée. Oui, l'iPad, c'est essentiel. Et donc, voilà, donc ça veut dire qu'il y a une demande pour ces artistes africains. Alors, est-ce qu'elle est excessive? On peut en discuter. Mais vous pouvez exploiter ce filon-là. Il n'y a pas une galerie spécialisée sur les jeunes artistes africains encore aujourd'hui dans Paris. Donc, elle est éventuellement à créer. Parce qu'il y en a d'autres, moi je suis là, mais vous allez en trouver 10 certainement de grande qualité. Il y a une foire à Londres d'art. Oui, qui était très bien aussi, à Paris. Il y en a eu à Paris au mois de décembre, là, il y a eu à Cannes. Oui, qui va avoir lieu là. Non, qui a eu lieu à Cannes, qui a déjà eu lieu. Donc, je vais la voir. Non, j'ai pas vu. Donc c'est un métier qui vous pouvez réussir à Paris. Mais disons que ça sera plus difficile que dans certaines autres villes. Mais, vous voyez, Paris, à la limite, l'Allemagne a régressé. L'Allemagne était le pays dominant en Europe pour le plan culturel. Et quand j'ai commencé, il ne se passait rien à Londres, il ne faut pas le croire. Donc c'est récent. Il fallait se débarrasser d'un système politique qui ne fonctionnait pas. Et l'Angleterre s'est redressée. Et là, maintenant, la capitale de l'Europe, c'est Londres. C'est pas Paris, malheureusement. Non, c'est Londres. Parce qu'à Londres, viennent les gens du monde entier. Hein, les riches du monde entier vont à Londres, ils vont pas à Paris. Les banques sont à Londres, le système financier est à Londres. Donc, s'il y a de l'argent à Londres, il y a des galeries à Londres, il y a des artistes à Londres, il y a un marché à Londres. Donc, vous pouvez aller à Londres, mais c'est très difficile pour les Français de s'intégrer à Londres. Très, très difficile.
Et d'ailleurs, il y a très peu d'artistes français qui exposent à Londres, pratiquement aucun, si ce n'est qu'on peut-être maintenant à Buren, parce qu'il est partout. Mais on ne peut pas. Donc l'Allemagne était dominant avant l'émergence de l'Angleterre, mais c'est plus le marché dominant en Allemagne. L'Allemagne, pour des raisons qu'on ne va pas développer ici, d'ailleurs a produit une génération parmi les plus grands artistes au monde, donc il n'y avait pas que les Américains, les Paul Richter, Kiefer, Imendorf. Il a la deuxième génération des peintres, elle est moins importante en nombre. Et en qualité, je ne sais pas, l'histoire jugera, il y a Neuhoff, il y a Ackermann, il y a un deuxième, Richter, qui s'appelle Daniel Richter, et puis encore quelques autres. Mais c'est pas monté comme ça a monté, parce qu'il y a eu une espèce de faiblesse dans le soutien des Allemands pour cette deuxième génération, peut-être moins d'enthousiasme, il y a des raisons économiques aussi. Hein. Donc la France devrait voir son niveau remonter. Si on a des changements économiques, comme ça peut s'annoncer dans pas longtemps, on peut y croire de nouveau. Hein, voilà. Et puis des mesures fiscales d'incitation, ça c'est absolument indispensable. Mais des mesures pour la presse aussi. Alors la presse française n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Si on compare à la presse, je parle de la presse quotidienne ou hebdomadaire, les magazines français, alors là on a des 3 magazines de très haut niveau, le meilleur étant naturellement donc là ça va. Mais pour la presse quotidienne et hebdomadaire, c'est presque insignifiant. Hein. Ouais. Achetez ces journaux étrangers, vous verrez tout de suite en faire la comparaison. Voilà. Merci. D'autres questions sur le sens. D'autres questions sur le sens. Ah non, mais plus sur les Chinois. Qu'est-ce que vous pensez de l'art contemporain chinois? C'est très complexe et c'est très riche et on est très paumé là. Parce que vous avez dit le dominant économique domine culturellement. C'est sûr qu'on va avoir dans les années à venir un développement fort de l'art chinois, enfin des artistes vivants, hein, c'est sûr. Alors là, c'est le ralentissement et donc il va y avoir un retour en force. Est-ce qu'ils vont nous envahir, dans le bon sens du terme, hein, ça veut dire qu'il va y avoir des choses nouvelles. Saturer le marché. Si le marché chinois soutient ces artistes, oui, parce qu'ils auront de la valeur financière tout de suite. On parlait tout à l'heure de ces artistes français qui ne s'exportent pas, parce qu'ils sont... Alors, encore quelques minutes, j'avais fait une grande exposition d'artistes américains à Séoul, je pense que c'était 91 ou 92. Bon. Il y avait Longo, Schnabel, Salé et Fischel. Ça ne dit rien, mais en fait, c'était les 4 meilleurs jeunes de l'époque. Bon. Qui valaient 100 000... je dis n'importe quoi, mais en gros 100 000 $. Bon. J'ai beaucoup vendu, assez coréen. Bon. Après, j'ai voulu leur proposer les Français. Enfin, la même chose, les Italiens, puis après les Français. Et entre-temps, ces gens ont commencé à voyager et se sont aperçus qu'il y avait des artistes allemands, qu'ils ne connaissaient pas, hein, qui s'intéressaient aux Français forcément et aux Américains. Et ils ont vu que les artistes allemands coûtaient déjà 5 ou 10 fois plus que les artistes français. Bon. Donc, ces gens se sont dit, si un Français vaut 10 et si un Allemand vaut 100, c'est que l'Allemand est meilleur que le Français. Et c'est aussi simple, aussi bête que ça. Parce que c'est un niveau de prix important, les gens regardent. Ce qui n'est pas cher, les gens ne regardent pas. Ils ont tort, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc ils n'ont jamais réussi à faire placer des artistes français dans ces expositions à Séoul, alors qu'ils ont acheté César, ils ont acheté Buffet, des artistes historiques, voilà. Mais César n'était pas mort encore à l'époque. Mais la valeur financière d'une œuvre fait que, bon, on lui attribue plus d'importance. C'est comme ça, quoi. Valeur esthétique et la valeur économique. Et, alors ça, je le dénonce, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. Est-ce que Jeff Koons, parce que ça coûte 10, 20, 30 millions de $, c'est important? On ne sait pas. On n'en sait rien. Il faut le reconnaître. Bon, les Américains vont dire c'est le plus grand artiste de l'histoire des États-Unis, après, je ne sais pas quoi, qui voulait, Pollock, mais on n'en sait rien. Alors, par contre, la fabrication du marché de Jeff Koons, c'est une chose remarquable. On peut faire une étude sur comment on fabrique un artiste. Et ce n'est pas un monsieur qui a décidé de fabriquer, c'est tout le système qui fabrique.
C'est tout le monde ensemble. Il n'y a pas un coupable. On va dire, on fait monter la cote d'un artiste. On va dire, il y a 3 marchands dans le monde qui se disent on va acheter tous les tableaux, on va soutenir un vente public et on va passer de 10 à 100 et de 100 à 1000. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de connivence. Il n'y a pas un petit club qui se réunit. C'est le système. C'est global. Et le cas de Jeff Koons, c'est intéressant. Comment on peut arriver à 60 ans à coûter des sommes absolument faramineuses qui, évidemment, ne doivent pas correspondre à l'importance de l'œuvre. Quand j'ai exposé Warhol la 3e fois, c'était un an avant. Non, c'était même l'année de sa mort. Les dollar signs, c'était l'année de sa mort. Ça coûtait un grand dollar sign de mettre pratiquement, le signe du dollar comme ça, coûtait 45 000 $. Ça vous dit rien, mais 45 000 $, c'était pas grand-chose. Bon, je ne sais pas quel est le coefficient d'inflation monétaire, d'érosion monétaire depuis, mais c'était pas cher. Donc, alors qu'aujourd'hui, un artiste équivalent, alors pas équivalent, peut-être le plus grand exagération, mais vaut déjà X fois ce que valent les Warhol au moment de sa mort. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et donc c'est la faute à personne. C'est la faute. Les artistes ont mis des décennies pour être connus autrefois. Il fallait des décennies pour se faire connaître. Maintenant, vous pouvez vous faire connaître si vous êtes malin en 10 ans. Vous êtes connu. Donc vous avez une cote proportionnelle à votre reconnaissance, quelle que soit la valeur de l'œuvre que vous disiez. Donc, il n'y a pas suffisamment d'œuvres pour satisfaire le monde entier, puisque tout le monde veut la même chose au même moment. Bon. Donc les prix montent. Et alors, comme il y a des gens très riches, ils vont faire monter encore plus la cote. Oui. Donc c'est le système mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ce système? Le combattre de quelle façon? Former les gens pour qu'ils aient un œil un peu indépendant et qu'ils arrêtent d'acheter avec leurs oreilles et qu'ils achètent avec leurs yeux. Un bon résumé.